Nous avons falsifié le testament pour léguer le domaine de 2,5 millions d'euros à ton frère. Tu as jusqu'à vendredi pour partir, m'a dit ma mère avec un sourire suffisant. J'ai simplement répondu, pas de problème. D'ici là, vous serez tous les deux en prison. J'ai toujours pensé que la famille était constituée de ces gens qui vous poignardent dans le dos avec un tout petit couteau. Juste assez pour vous faire mal, juste assez pour vous maintenir à votre place, mais jamais tout à fait assez pour vous détruire. Je me trompais. Ce vendredi après-midi-là, ma mère et mon frère ont débarqué dans le domaine forestier dont j'avais hérité, avec un énorme camion de déménagement garé de manière agressive dans mon allée de gravier. Ma mère est descendue du véhicule, m'a fait un grand sourire et a dit « Nous avons falsifié le testament pour donner le domaine de 2,5 millions d'euros à ton frère. Tu dois être parti d'ici vendredi. » Elle avait l'air incroyablement satisfaite d'elle-même, debout là comme si elle venait de gagner au loto. Alors, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai expiré lentement et j'ai répondu, sans problème. D'ici là, vous serez tous les deux en prison. Ils ont cru que je plaisantais. Vraiment. Je le voyais à la façon dont mon frère, Clément, s'appuyait contre le capot de sa coûteuse voiture importée, les bras croisés sur sa veste de costume sur mesure, en laissant échapper un rire moqueur et cinglant. Il me regardait comme il l'avait toujours fait, comme si j'étais une saleté collée sous sa semelle. J'ai 32 ans, et toute ma vie, j'ai été le fils invisible. Celui qui faisait le sale boulot. Celui qui restait silencieux. Celui qui était censé avaler chaque insulte, chaque vexation et chaque exigence injuste au nom de la paix familiale. Je travaille comme coordinateur logistique pour des engins de chantier lourds. Cela signifie que mes journées sont remplies de gazole, de bottes boueuses, de tableurs interminables et de semaines de travail de 80 heures pour gérer d'immenses camions de transport. C'est une vie éprouvante et épuisante, mais elle est honnête. Pour ma famille, cependant, ce n'était qu'un travail d'ouvrier un peu sale, dont on avait presque honte de parler lors des dîners mondains. Clément, en revanche, était l'enfant chéri. Il gérait une franchise de magasins de matériel de fitness haut de gamme. Il vendait des tapis de course à des gens riches tout en portant des montres à 3 000 € achetées à crédit. Il avait 29 ans, il était à pas accent grave-l'œil, beau parleur, et complètement vide à l'intérieur. Mais ma mère, Martine, vénérait la terre qu'il foulait. Pour elle, Clément était l'étoile brillante de la famille, l'homme d'affaires accompli, le séducteur à qui l'on pardonnait tout. Et moi, j'étais juste Lucas, ce bon vieux Lucas fiable et ennuyeux, le gars qu'on appelle quand la voiture tombe en panne, mais pas celui qu'on invite au dîner de célébration. Je me tenais sur la grande terrasse en bois du vaste domaine de 20 hectares que mon grand-père m'avait légué. Le grand chalet forestier derrière moi était imposant, construit en bois massif et en pierre, entouré de sapins majestueux et flanqué d'un immense hangar à matériel à l'arrière. C'était une magnifique propriété historique, l'œuvre de toute une vie pour mon grand-père. Et voilà que ces deux parasites se tenaient dans mon allée, un papier à la main qu'ils prétendaient être un nouvel acte de propriété, agissant comme s'ils possédaient les lieux. Clément a ricané en retirant ses lunettes de soleil de marque pour les pointeurs vers moi. « Allez, mon vieux », a-t-il dit d'un ton mielleux et condescendant qu'il utilisait toujours. « Soyons réalistes. Tu n'as pas besoin d'un endroit pareil. Tu vis en botte de chantier. Qu'est-ce que tu vas faire de 20 hectares ? Garer tes camions crottés sur la pelouse ? Moi, je peux valoriser ce terrain et le rendre rentable. Maman et moi avons réglé les formalités. Nous avons réparé l'erreur de grand-père. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Fais tes valises, frérot. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Une version plus jeune de moi aurait peut-être perdu son sang-froid, aurait essayé de faire entendre raison à des gens qui ne parlent que la langue de l'avidité. Mais je suis resté là, sentant la brise fraîche de l'après-midi sur mon visage, observant la satisfaction arrogante qui émanait de ma propre mère. Elle croyait sincèrement que j'allais céder. Elle pensait que j'étais toujours ce cheval de trait docile et brisé que j'avais été toute ma vie. Elle n'avait aucune idée que j'avais passé les 2 dernières années à me préparer précisément pour ce moment. Il pensait m'avoir piégé. Mais la vérité, c'est qu'il venait de se jeter dans la gueule d'un loup que j'avais posté bien avant qu'il ne sache qu'une guerre était déclarée. « Vous allez vraiment oser faire ça ?» ai-je demandé calmement. « Savez-vous seulement ce que vous faites ? Avant de vous raconter le moment précis où j'ai vu leur monde s'effondrer en cendres, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Vous devez comprendre pourquoi je n'éprouvais absolument aucun remords pour ce que j'allais faire à ma propre chair.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez déjà été le bouc émissaire de votre famille, car ce qui va suivre va être extrêmement satisfaisant. Ma mémoire est comme un musée de la douleur, et chaque pièce exposée met en scène ma mère et mon frère. Je me souviens de mes 24 ans, quand j'enchaînais les doubles gardes au dépôt de fret, ne dormant que 4 heures par nuit pour économiser de quoi m'acheter ma première voiture d'occasion correcte. Clément venait de terminer ses études et avait décidé qu'il méritait un mois de vacances à New York pour se trouver. Il avait vidé une carte de crédit au nom de ma mère, pour une facture de 12 000 €. Quand les agences de recouvrement ont commencé à appeler, ma mère est venue en larmes dans mon petit appartement. Elle m'a dit qu'elle perdrait sa maison si elle ne payait pas. Elle m'a supplié d'aider la famille. J'ai vidé mon compte d'épargne et je lui ai donné les 12 000 €. Clément ne m'a jamais remercié. Il m'a seulement rapporté un porte-clés en plastique bon marché de New York. Il y a eu aussi mon 28e anniversaire. Je l'ai passé assis dans la cabine d'un camion de transport en panne sur le bas-côté d'une départementale glaciale, mangeant un sandwich à la dinde froid en attendant une dépanneuse. En regardant mon téléphone, j'ai vu les publications de ma mère sur les réseaux sociaux. Elle avait emmené Clément dans un hôtel 5 étoiles pour fêter le dépassement de ses quotas de vente mensuels au magasin de fitness. Il y avait une photo de trinquant avec des coupes de champagne. La légende disait « On fête ma seule vraie réussite ». Pas un seul SMS pour mon anniversaire. Pas un appel, rien. But all of debt, the money, the neglect, the blatant favoritisme, it all paled in comparison to how they treated my grandfather. Grand-père était un homme robuste et travailleur qui avait bâti son entreprise forestière et logistique à la force du poignet. Lui et moi nous comprenions. Nous parlions la même langue, celle de l'effort et des réveils matinaux. Quand il est tombé malade, gravement malade, la famille a soudainement disparu. Mon père, Thierry, était un directeur de magasin de bricolage à la retraite qui passait ses journées à fuir les conflits et à jouer au golf. Il n'a jamais rendu visite à son propre père. Ma mère prétendait qu'elle était tout simplement trop sensible pour le voir sur un lit d'hôpital. Clément disait que l'odeur de la maladie lui provoquait de l'anxiété. C'est donc sur moi que tout a reposé. Pendant 2 années entières, tout en assumant mon travail exigeant de logisticien, j'ai été son unique soignant. Je l'ai conduit à chaque séance de chimiothérapie. Je suis resté assis à ses côtés pendant les nausées et la douleur. J'ai géré ses médicaments, je l'ai lavé quand il ne pouvait plus tenir debout, et je lui ai tenu la main pendant les longues nuits d'angoisse. J'ai vu un homme fort et fier s'éteindre lentement, et cela m'a brisé le cœur. Pendant ces 2 ans, Clément est venu exactement 2 fois. Les 2 fois lors de grandes fêtes. Il entrait dans le chalet avec un parfum si fort qu'il faisait tousser grand-père, prenait un selfie rapide en lui tenant la main pour le publier en ligne avec un long paragraphe hypocrite sur l'amour familial, puis repartait au bout de 30 minutes. Ma mère repassait soigneusement les plis de la veste de Clément avant qu'il ne parte, s'extasiant sur son élégance. Puis elle regardait ma veste de travail tachée de graisse, plissait le nez de dégoût et me disait d'aller me laver les mains avant de toucher quoi que ce soit dans la maison. J'ai ravalé ma colère. J'ai fait le travail. J'ai pris soin de l'homme qui comptait le plus pour moi. Et dans ces derniers jours, grand-père m'a attiré près de lui, le souffle court, et m'a dit qu'il avait tout vu. Il savait qui avait été là. Il m'a dit qu'il avait pris ses dispositions, et m'a fait promettre une chose, ne les laisse pas prendre ce que tu as bâti, Lucas, m'a-t-il chuchoté avec une force surprenante pour un mourant. Ils vont essayer. Ce sont des vautours. Promets-moi que tu seras un loup. Je lui ai promis. Et quand il s'est éteint, les vautours ont immédiatement commencé à tourner autour de nous. Ils pensaient que le vieil homme avait oublié de rédiger un testament et que le domaine leur reviendrait d'office. Ils dépensaient déjà l'argent dans leur tête, mais le réveil allait être brutal. Je me demande s'ils m'ont un jour considéré comme un être humain, ou s'ils ne voyaient en moi qu'un simple obstacle sur leur route. La lecture du testament a eu lieu dans le grand bureau en acajou du chalet. L'air était lourd d'angoisse et d'une odeur de vieux papier. Ma mère se tenait bien droite, vêtue d'une robe noire qui semblait plus adaptée à un cocktail qu'à un deuil. Clément était assis à côté d'elle, pianotant sur son téléphone, l'air profondément ennuyé. Mon oncle Alexandre, le frère cadet de grand-père et ancien contremaître de l'exploitation forestière, se tenait dans un coin. C'était un homme bourru et silencieux qui avait observé le déclin de mon grand-père avec la même colère sourde que moi. Le notaire, un homme d'âge mûr qui connaissait notre famille depuis des décennies, s'est raclé la gorge et a commencé sa lecture.
Il a passé les formules d'usage pour en venir directement aux chiffres. Les liquidités, compte d'épargne et placement s'élevaient à la somme impressionnante de 2 500 000 €. Clément en a fait tomber son téléphone. Ma mère a eu un hoquet de surprise, ses yeux s'écarquillant d'une cupidité non dissimulée. 2,5 millions d'euros, plus le chalet, les 20 hectares et le hangar de matériel professionnel. C'était une fortune que personne n'avait anticipée. C'est alors que le notaire a lu la ligne suivante: je lègue l'intégralité de mes biens, tant immobiliers que financiers, uniquement et exclusivement à mon petit-fils, Lucas. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré de la pièce. Je ne les ai pas regardés. J'ai gardé les yeux fixés sur le bureau du notaire. Puis l'explosion a eu lieu. Quoi, a hurlé ma mère, la voix fêlée, son masque de distinction volant instantanément en éclats. C'est une erreur. C'est forcément une erreur. Thierry est son fils. Clément est son petit-fils. Il ne peut pas tout léguer à un chauffeur de camion. Elle pointait littéralement un doigt tremblant vers moi. Clément s'est levé, le visage rouge de colère. C'est de la folie. Le vieux était sous sédatif puissant à la fin. Il n'avait plus sa tête. Lucas l'a clairement manipulé. Il lui a probablement tenu le stylo pour signer. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je voulais me lever et leur hurler au visage les nuits entières passées à nettoyer du vomi pendant que Clément faisait la fête dans des clubs branchés. Je voulais leur rappeler les 12 000 € sacrifiés. Mais avant que je ne puisse dire un mot, l'oncle Alexandre a fait un pas en avant, ses lourdes bottes résonnant sur le parquet. « Ferme ta bouche, Clément », a tonné Alexandre de sa voix rocailleuse. J'étais là. J'ai vu qui changeait ses draps. J'ai vu qui le portait jusqu'aux toilettes. Tu ne savais même pas quel était son fauteuil préféré. Il a légué ses biens au seul vrai homme de cette pièce. Tu veux parler de sa lucidité? Son esprit était plus affûté que le tien ne le sera jamais. Ma mère a dirigé son regard venimeux vers Alexandre, mais il n'a pas scié. Elle s'est ensuite tournée vers moi. Le regard qu'elle m'a jeté est gravé à jamais dans ma mémoire. Ce n'était pas de la déception ni de la tristesse. C'était de la haine pure, brute. Le regard d'un prédateur découvrant qu'on lui a volé sa proie. Tu l'as manipulé, Lucas, a-t-elle sifflé, la voix tremblante d'une colère froide. Tu as joué les serviteurs dévoués juste pour dépouiller ta propre famille. Tu es un petit garçon cupide et dégoûtant. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous allons contester ce testament. Nous nous battrons pour chaque centime. Je l'ai finalement regardé dans les yeux, d'une voix calme, presque détachée. Contestez-le, maman. Essayez. Ils ont quitté la maison en trombe, faisant claquer la lourde porte qui a résonné dans tout le chalet. Le notaire a soupiré en rangeant ses dossiers. Ils vont vous poser des problèmes, Lucas, a-t-il glissé doucement. Les gens perdent la tête face à 2,5 millions d'euros. Soyez prudents. Je l'ai remercié et je suis sorti sur la terrasse. J'ai regardé la voiture de ma mère s'éloigner rapidement, soulevant un nuage de poussière sur le chemin. La guerre était déclarée. Les lignes étaient tracées. En les regardant partir, j'ai ressenti une étrange clarté d'esprit. La haine dans ses yeux m'avait tout révélé. Allait-elle s'en tenir à un simple litige juridique, ou était-elle prête à franchir des limites irréparables? Durant les premières semaines, la situation est restée étrangement calme. C'était ce genre de silence qui vous hérisse les poils de la nuque. Ma mère n'appelait pas. Clément n'envoyait aucun message. Je continuais à travailler à la logistique en journée, et je rentrais le soir dans ce grand chalet vide, mais je restais sur mes gardes. Grand-père m'avait appris à toujours surveiller le périmètre. Cette vigilance a payé un mardi après-midi. Ayant terminé mon service plus tôt, je remontais la route de montagne vers le domaine au volant de mon pick-up. En approchant de la grille principale, j'ai aperçu une berline grise élégante garée en lisière de propriété. Ce n'était pas la voiture de Clément. Je me suis garé plus loin et me suis approché silencieusement à travers les arbres. À travers les branches, j'ai vu Clément debout près de la clôture avec un homme que j'ai immédiatement reconnu, Hervé. C'était un courtier immobilier commercial bien connu dans notre département, réputé pour racheter de vieilles exploitations familiales, les raser et y construire de grands centres commerciaux de périphérie. Un vrai requin en costume bon marché. Clément désignait le hangar de matériel de mon grand-père en faisant de grands gestes. Hervé hochait la tête avec enthousiasme,
prenant des notes sur une tablette. Je ne pouvais pas entendre leurs paroles, mais je n'en avais pas besoin. Le calcul était simple. Clément était fauché, noyé sous les dettes pour maintenir son train de vie de faux millionnaire. Hervé avait les reins solides et lorgnait ses 20 hectares de choix. Clément lui promettait des terres qui ne lui appartenaient pas. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Clément, « Salut frérot. J'espère que tu vas bien. Mon entreprise organise un séminaire le mois prochain. Est-ce qu'il y aurait moyen que je te loue le chalet pour un week-end? Je te donne quelques centaines d'euros pour le dérangement. Tiens-moi au courant. » J'ai fixé l'écran, manquant d'éclater de rire. Il essayait d'accéder à la propriété pour permettre à Hervé de faire une estimation officielle. Il mesurait déjà ma maison pour en faire un cercueil. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai composé un numéro que l'oncle Alexandre m'avait confié. Il appartenait à un homme nommé Gérard. Gérard n'était pas quelqu'un de chaleureux. C'était un auditeur financier et avocat d'affaires spécialisé dans la protection des grands patrimoines contre les familles cupides. Quand je suis entré dans son cabinet en centre-ville le lendemain matin, il ne m'a pas proposé de café. Il a simplement désigné une chaise et a dit « Donnez-moi les chiffres et expliquez-moi la menace ». J'ai tout exposé, les 2,5 millions d'euros, le domaine de 20 hectares, Hervé le courtier, et la certitude absolue que ma famille tenterait de me dépouiller. Gérard a examiné le testament, parcourant les documents avec la précision d'une machine. S'ils contestent le testament devant le tribunal des successions, ils vont faire traîner cela des années, épuiser vos ressources en frais d'avocat, a-t-il dit d'un ton monocorde. Nous n'allons pas nous battre devant le tribunal des successions. Nous allons le contourner. Nous allons créer un trust irrévocable. Au cours de la semaine suivante, Gérard a orchestré un chef-d'œuvre d'ingénierie financière et juridique. Nous avons créé une structure de trust sous un nom commercial totalement neutre. J'ai transféré le titre de propriété du chalet, des 20 hectares, du hangar de matériel et chaque centime des 2,5 millions d'euros directement dans ce trust. Je me suis nommé administrateur anonyme de cette entité. Légalement parlant, Lucas ne possédait plus rien en nom propre. C'était le trust qui possédait tout. J'ai même rattaché toutes les taxes foncières et les factures d'énergie au numéro d'identification fiscale de la société du trust. Cela m'a coûté une somme importante en honoraires juridiques, mais cela valait chaque centime. J'érigeais une forteresse invisible. Une fois l'opération finalisée, Gérard m'a remis un épais classeur en cuir. Si quiconque tente de réclamer cette propriété ou de transférer le titre sans ce sceau spécifique du trust et mon autorisation personnelle, il ne s'agira pas d'un simple litige civil. Ce sera un délit de fraude majeure contre une entité financière protégée, m'a-t-il expliqué froidement. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un profond sentiment de sécurité. J'avais verrouillé les portes, barricadé les fenêtres et activé les alarmes. Il ne me restait plus qu'à attendre de voir si ma famille serait assez stupide pour tenter d'entrer par effraction. Jusqu'où leur désespoir allait-il les pousser? L'illusion de paix a volé en éclats un mois plus tard. J'ai reçu un appel paniqué de ma tante Odette, la sœur de ma mère. Odette était le relais d'information officiel de la famille, une femme qui ne vivait que pour les drames et les potins. « Lucas » a-t-elle presque hurlé au téléphone. « Tu as 20 minutes de retard. Ta mère va être furieuse. Nous t'attendons tous dans le salon privé du club de golf de la ville. » J'ai marqué une pause, essuyant la graisse de mes mains avec un chiffon. J'étais au dépôt de transport au beau milieu de mon service. « De quoi parles-tu, tante Odette ? Personne ne m'a invité à un dîner. »« Oh, arrête de faire l'innocent, Lucas » m'a-t-elle réprimandé. « La réunion de famille pour fêter l'accord. Ta mère nous a dit que tu avais enfin retrouvé la raison et accepté de partager le domaine avec Clément pour qu'il puisse agrandir sa franchise de fitness. Nous sommes tous réunis pour porter un toast à ce nouveau projet. Dépêche-toi d'arriver. » Elle a raccroché. Je suis resté planté au milieu du vacarme du dépôt logistique, le vrombissement des moteurs diesel autour de moi, glacé par cette soudaine révélation. Un accord. Elle avait réuni toute la famille élargie, tante, oncle et cousins, pour annoncer publiquement un arrangement qui n'avait jamais existé. C'était une technique classique de manipulation, imposer un récit public si fort que la victime se sente trop acculée pour se rétracter. Elle essayait de me piéger par la pression sociale. Je n'ai pas repris le travail. Je me suis lavé les mains,
je suis monté dans mon pick-up et j'ai foncé vers le club de golf. Je suis entré dans le salon privé en bottes de chantier, jeans et chemise en flanelle usée. Le contraste entre ma tenue et cette pièce remplie de personnes en costume et robe de cocktail était saisissant. Ma mère se tenait en bout d'une longue table, un verre de vin à la main, en plein discours. Et nous sommes si fiers de Lucas qui a pris la bonne décision, disait-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. La famille passe toujours en premier. En partageant cet héritage de 2,5 millions d'euros, Clément va pouvoir obtenir le prêt professionnel dont il a besoin. Et Lucas, eh bien, Lucas pourra continuer à gérer ses petites tournées de camion sans le fardeau de la gestion d'un si grand domaine. C'est une victoire pour tout le monde. La pièce a éclaté en applaudissements polis. Clément était assis à côté d'elle, rayonnant, serrant les mains de nos cousins. Puis quelqu'un m'a remarqué dans l'encadrement de la porte. Les applaudissements se sont tus peu à peu. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le sourire de ma mère s'est figé une fraction de seconde, mais elle s'est vite reprise, courant vers moi les bras ouverts. « Lucas. Te voilà enfin. Nous étions justement en train de fêter ta généreuse décision. » Elle s'est penchée pour m'embrasser, mais en s'approchant, elle a murmuré d'une voix venimeuse et tranchante que moi seul pouvais entendre, sourit et hoche la tête, espèce de sale gosse ingrat. Ne m'affiche pas devant toute la famille. Tu es un simple chauffeur, tu n'as pas besoin d'un manoir. Laisse ton frère avoir ce qu'il mérite. Elle s'est reculée, affichant à nouveau son grand sourire pour l'assemblée. Allez, installe-toi. Raconte à tout le monde à quel point tu es ravi. J'ai balayé la pièce du regard. J'ai vu la tante Odette hocher la tête d'un air approbateur. J'ai vu mon père détourner les yeux, refusant de croiser mon regard. J'ai vu Clément lever son verre vers moi avec ce sourire moqueur insupportable. Il pensait vraiment que cela marcherait. Il croyait que la pression sociale me ferait plier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement regardé ma mère, puis Clément. Je leur ai adressé un petit sourire glacial. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Je me suis retourné et je suis sorti de la pièce. Je les ai laissés là, au milieu de ce silence gênant et assourdissant. Je les ai laissés expliquer mon départ comme bon leur semblait, car à cet instant précis, le moindre soupçon de culpabilité familiale que je pouvais encore éprouver s'est définitivement envolé. Les gants étaient retirés. Quel coup désespéré allaient-ils tenter en réalisant que leur petite mise en scène publique avait lamentablement échoué? Mon départ silencieux du club de golf a plongé ma mère dans une panique noire. Son récit public s'était effondré. La famille posait des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre, et l'échéance de Clément avec Hervé, le courtier, approchait à grands pas. Le désespoir engendre la bêtise, et ma famille s'apprêtait à prouver à quel point elle pouvait être stupide. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré, une alerte mail urgente. Elle provenait du système automatisé du registre foncier de la préfecture. Gérard avait configuré le système pour que toute demande ou tentative de modification sur l'ancien acte de propriété de mon grand-père déclenche une alerte immédiate. J'ai ouvert le message et mon sang n'a fait qu'un tour, immédiatement suivi d'une décharge d'adrénaline pure. Quelqu'un venait de soumettre une demande de transfert de propriété au bureau des hypothèques de la préfecture. Le document demandait le transfert de l'intégralité du domaine de 20 hectares et du chalet directement au nom de Clément. J'ai immédiatement transféré l'alerte à Gérard. 10 minutes plus tard, il m'appelait. C'est une fausse procuration légale, a dit Gérard d'une voix plate, sans la moindre surprise. Ils ont utilisé une ancienne copie du testament de votre grand-père, celle rédigée avant sa mise à jour, et y ont joint un document de procuration falsifié. Ce document affirme que votre mère, en tant que plus proche parente directe, a l'autorité légale d'exécuter le transfert au nom du défunt. Ils l'ont fait tamponner par un notaire. Un faux notaire, ai-je demandé en serrant fermement le volant de mon pick-up. Non, a répondu Gérard. Un vrai notaire. Probablement une connaissance de Clément dans ses réseaux immobiliers douteux. Quelqu'un prêt à apposer son sceau sans vérifier la légitimité des pouvoirs. C'est d'une inconscience absolue. Ils ont soumis la demande via le portail en ligne, espérant que l'employé de l'administration validerait le dossier sans vérifier les antécédents. Peuvent-ils me prendre la maison, ai-je demandé. Gérard a laissé échapper un rire sec, chose rare chez lui. Lucas, ils ne peuvent pas prendre une maison qui ne vous appartient pas légalement.
Ils essaient de transférer un acte de propriété qui a été annulé à la minute même où nous avons transféré le domaine dans le trust irrévocable. Le système administratif a automatiquement signalé leur demande comme un conflit de propriété. Le transfert est bloqué. Mais plus important encore, en soumettant un document officiel falsifié à une administration publique dans l'intention de s'approprier un bien estimé à 2,5 millions d'euros. Ils viennent de commettre un délit pénal majeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ai-je demandé, un sourire féroce se dessinant sur mon visage. Nous ne faisons rien, a ordonné Gérard. Laissons-les croire que ça a marché. Le portail administratif met environ 48 heures pour rejeter officiellement une fausse déclaration. Pendant les prochaines 48 heures, leur tableau de bord affichera le statut en cours de traitement. Dans leur esprit, ils ont gagné. Laissez-les agir avec cette fausse confiance. Quand ils feront leur mouvement, nous refermerons le piège sur eux. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont même pas attendu la confirmation officielle. Dès le lendemain matin, Clément a publié une annonce triomphante sur ses réseaux sociaux. Une photo de lui posant devant le grand chalet de mon grand-père, vêtu d'un costume sur mesure, avec cette légende, les choses sérieuses commencent. Un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui, nous reprenons enfin ce qui nous revient. Il me croyait faible. Il me croyait stupide. Il s'imaginait avoir volé mon héritage avec un faux tampon et une signature imitée. Il n'avait pas conscience qu'il marchait les yeux fermés vers une clôture électrifiée. J'ai passé la soirée à passer précisément 2 appels. L'un à Gérard pour lui demander de me rejoindre sur la propriété le vendredi matin, et l'autre à la gendarmerie locale pour demander la présence d'un officier en raison d'une situation potentielle d'intrusion et de fraude. Le décor était planté. Le piège était armé. Il ne restait plus qu'à attendre que les rats y pénètrent. Ce vendredi matin-là est arrivé avec une brise fraîche et vive qui faisait bruisser les grands sapins entourant le domaine de mon grand-père. Je me tenais sur la large terrasse en bois, un mug de café noir fumant à la main, surveillant la longue allée de gravier. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 9 heures pile, le crissement caractéristique de pneus sur le gravier a brisé le silence de la propriété. Un immense camion de déménagement blanc est entré, occupant la moitié de l'allée, suivi de près par la berline grise importée de Clément. Ils arrivaient comme des souverains conquérants venant réclamer leur château. Je les ai regardés se garer. J'ai senti mon cœur s'accélérer légèrement, non pas par peur, mais par pure anticipation. Le piège allait se refermer. Clément est descendu le premier. Il portait un costume bleu marine sur mesure d'une valeur ridicule, le genre de vêtements que l'on porte pour se donner des airs de grand de ce monde alors que l'on croule secrètement sous les dettes de cartes de crédit. Il tenait un café glacé de grande marque dans une main, la condensation dégoulinant sur le gobelet en plastique. Il a bu une longue gorgée, contemplant le robuste chalet en bois avec un sourire d'une cupidité écœurante. Ma mère est descendue côté passager, un porte-document à la main, comme s'il s'agissait du maître d'œuvre d'un chantier d'envergure. Elle a immédiatement commencé à désigner la terrasse du doigt, donnant des ordres d'une voix perçante aux 2 déménageurs costauds qui descendaient de l'arrière du camion. Montez les diables par les escaliers de devant, a-t-elle ordonné d'un ton sec. Nous devons vider le salon en premier. Tout part au garde-meuble. Je veux que cet endroit soit complètement vide d'ici demain après-midi. J'ai posé mon mug de café sur la rambarde en bois. Le léger tintement de la céramique a attiré leur attention. Ma mère a levé les yeux, m'a vu debout sur la terrasse et m'a adressé ce sourire venimeux. C'est le moment dont je vous parlais au début. Elle a souri et a dit, « Nous avons falsifié le testament pour donner le domaine de 2,5 millions d'euros à ton frère. Tu dois être parti d'ici vendredi. » Elle avait l'air si satisfaite, comme si elle tenait le ticket gagnant du loto. J'ai simplement répondu, sans problème. D'ici là, vous serez tous les 2 en prison. Clément a laissé échapper un grand rire théâtral en secouant la tête. Il a pris une autre gorgée de son café glacé. Arrête tes gamineries, Lucas, a-t-il dit en s'approchant des marches de la terrasse. Les papiers sont enregistrés. L'administration a validé le transfert. C'est toi qui es en situation de violation de propriété privée en ce moment même. Prends tes affaires et retourne dans ton camion crotté. Ne nous oblige pas à appeler les gendarmes. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement regardé derrière lui, vers la lourde porte d'entrée du chalet. Pile au bon moment, la porte s'est ouverte. Gérard est apparu sur le seuil.
Il portait un costume 3 pièces gris anthracite bien plus élégant que tout ce que Clément pourrait jamais s'offrir. Il tenait une épaisse mallette en cuir. À ses côtés se tenait un adjudant de gendarmerie en uniforme, l'air grave, les mains posées sur son ceinturon. Dès que Gérard et le gendarme sont apparus dans la lumière du matin, l'atmosphère dans la cour a radicalement changé. Les deux déménageurs se sont figés au milieu de l'allée, comprenant instantanément qu'ils venaient de s'aventurer dans un champ de mine juridique. Clément s'est arrêté net. Son sourire arrogant s'est évanoui, remplacé par une expression de totale incompréhension. Le gobelet en plastique dans sa main a commencé à trembler imperceptiblement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Clément, perdant soudain toute assurance. « Qui êtes-vous » Gérard n'a pas souri. Il s'est avancé lentement jusqu'au bord de la terrasse, a ouvert sa mallette en cuir et en a sorti une liasse de documents officiels dûment estampillés. « Je suis le représentant légal et l'auditeur principal du trust familial qui possède ce domaine », a déclaré Gérard d'une voix froide, monocorde, investi de toute l'autorité de la loi. Vous avez soumis une demande de transfert de propriété au service de l'enregistrement il y a 3 jours, en revendiquant la possession de ce bien sur la base d'un testament caduc et d'une fausse procuration. Ma mère a fait un pas en avant, le visage blême. C'est un mensonge, a-t-elle crié, la voix tremblante. Le testament est authentique. Je suis sa mère, j'ai le droit de procéder à ce transfert. Gérard a ajusté ses lunettes et l'a toisé comme s'il s'agissait d'un insecte. Madame, cette propriété et les 2,5 millions d'euros de liquidités qui y sont associés n'appartiennent pas à votre fils. Ils n'appartiennent pas non plus à Lucas. Ils sont la propriété d'un trust irrévocable établi il y a plusieurs semaines. Vous avez tenté de transférer un titre qui était déjà légalement protégé par le droit des sociétés. Il a brandi un document marqué d'un sceau rouge vif. En soumettant un document officiel falsifié à une administration d'État dans le but de vous approprier un bien d'une valeur supérieure à 2 millions d'euros, vous avez commis une fraude administrative majeure à caractère pénal. J'ai observé le visage de Clément. Il a perdu ses couleurs si rapidement qu'on aurait dit un fantôme. Il a regardé les documents, puis le gendarme, et enfin moi. Il a compris à cet instant précis qu'il n'était pas le plus malin de la pièce. Il a compris qu'il était la proie. Le gendarme s'est avancé. Vous devez quitter cette propriété immédiatement, a-t-il ordonné fermement. Le procureur de la République a été saisi pour cette fausse déclaration. Si vous faites un pas de plus vers cette maison, vous serez interpellé pour violation de domicile. Faites demi-tour maintenant. Les déménageurs ne se le sont pas fait dire 2 fois. Ils ont presque couru vers leur camion, ont démarré en trombe et ont reculé dans l'allée dans un nuage de poussière. Clément est resté figé, la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau. Son café glacé a glissé de ses doigts engourdis pour s'écraser sur le gravier, répandant son liquide marron. Il avait l'air complètement brisé. Que s'est-il passé ensuite? Ma mère n'a pas dit un mot en traînant un Clément en état de choc vers sa voiture. Ils sont repartis dans un silence de mort, une défaite totale et humiliante. Je pensais que cela suffirait. Je pensais vraiment que le fait d'être confronté à une accusation de fraude pénale majeure suffirait à les calmer. Je pensais qu'ils retourneraient à leur vie, se cacheraient dans la honte et me laisseraient enfin vivre en paix. Mais j'avais grandement sous-estimé le sentiment d'impunité absolue de ma mère. Une semaine plus tard, une enveloppe épaisse et élégante est arrivée dans ma boîte aux lettres. C'était une lettre recommandée envoyée par un cabinet d'avocats réputé du centre-ville. Je me suis assis à la grande table de salle à manger en chêne, la même table où mon grand-père prenait son petit déjeuner, et j'ai ouvert l'enveloppe. C'était une mise en demeure officielle rédigée au nom de ma mère. À la lecture de ces lignes, j'ai senti un nœud de colère froide se serrer dans ma poitrine. Cette lettre était un chef-d'œuvre de délire. Son avocat affirmait que mes actions, notamment la création d'un trust secret et son humiliation publique devant les forces de l'ordre, lui avaient causé un grave préjudice moral. Elle soutenait qu'en tant que descendante directe, elle avait un droit moral, familial et éthique sur une partie de la succession, peu importe les termes du testament. Elle exigeait une compensation immédiate pour le préjudice psychologique causé par mon exclusion cruelle de sa propre famille. Et puis est arrivée la liste des exigences. Elle réclamait 150 000 euros en espèces, à transférer immédiatement sur son compte. Elle voulait la copropriété du chalet forestier afin de pouvoir l'utiliser pour les vacances familiales. Et elle exigeait une pension mensuelle de 2 000 euros pour maintenir son niveau de vie. J'ai lu cette lettre 3 fois. Mes mains se sont mises à trembler, non pas de peur,
mais d'une fureur si intense que j'avais l'impression de suffoquer. Elle tentait de m'extorquer. Elle avait essayé de me voler le domaine avec de faux documents, s'était fait prendre, et essayait maintenant de me faire payer le traumatisme d'avoir échoué à me détrousser. Un tel aplomb était stupéfiant. Ce n'était même plus un conflit financier. C'était une insulte à mon intelligence et une insulte à la mémoire de mon grand-père. L'expression qui m'a le plus révolté était « devoir familial ». Elle osait utiliser ces mots. Où était son devoir familial quand je travaillais 80 heures par semaine? Où était son devoir familial quand elle m'a volé 12 000 € pour éponger les dettes de Clément? Où était son devoir familial quand mon grand-père était mourant et qu'elle ne prenait même pas la peine de lui apporter un verre d'eau? Je n'ai pas appelé Gérard immédiatement. J'avais besoin de me calmer. Je suis sorti sur la terrasse arrière et j'ai contemplé l'exploitation forestière. Je me suis rappelé m'être assis sur cette même terrasse avec grand-père, des années auparavant. Nous réparions une vieille tronçonneuse, de la graisse jusqu'au coude. Il s'était arrêté, avait essuyé son front et m'avait dit une phrase qui est restée gravée en moi pour toujours: « Lucas, ne juge pas les gens sur ce qu'ils disent dans un moment de panique. Juge-les sur ce qu'ils font lorsqu'ils pensent que tu es piégé. Si quelqu'un te montre qu'il est un serpent, n'essaie pas de lui mettre une laisse. Tranche-lui la tête. » Il avait raison. J'avais essayé de me défendre. J'avais essayé de bâtir un mur pour les laisser dehors. Mais les serpents trouveront toujours un moyen de ramper par-dessus les murs. Le temps de la défense était révolu. Il était temps de passer à l'offensive absolue. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai pris une photo nette de la lettre d'extorsion et je l'ai envoyée à Gérard avec un message très court. Je lui ai demandé de rédiger une mise en demeure définitive d'interdiction de contact à l'encontre de ma mère et de Clément. Je lui ai dit d'y inclure la menace d'une ordonnance d'éloignement, mais surtout, je lui ai demandé de laisser le procureur de la République suivre son cours. Je voulais que les poursuites pour fraude soient menées jusqu'au bout. Quelques heures plus tard, Gérard m'a rappelé. La mise en demeure est en cours de livraison par huissier en ce moment même, m'a-t-il annoncé. Mais vous devez savoir autre chose. Votre mère ne vous attaque pas seulement par le biais des avocats. Elle s'en prend à votre réputation. J'ai surveillé les réseaux sociaux publics. Il semble que votre famille se montre particulièrement virulente. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai ouvert mes applications de réseaux sociaux, que j'utilisais rarement, et j'ai constaté que Gérard avait raison. Ma mère avait compris que sa tentative d'extorsion juridique risquait d'échouer, elle était donc passée à son plan de secours. Elle tentait de détruire la seule chose qui me restait au sein de cette famille, mon honneur. Jusqu'où était-elle prête à aller pour me faire passer pour le méchant? La campagne de diffamation a été rapide, brutale et parfaitement coordonnée. Ma mère avait enrôlé ma tante Odette, la reine incontestée des ragots familiaux. En l'espace de 24 heures, elles avaient appelé, envoyé des SMS ou contacté presque tous les membres de notre famille élargie. Les mensonges qu'elles propageaient étaient si toxiques et inventés de toutes pièces qu'ils m'ont coupé le souffle. Selon les publications dramatiques d'Odette sur Facebook et les appels en larmes de ma mère, j'étais un manipulateur hors pair. Elle prétendait que j'avais abusé psychologiquement de mon grand-père durant ces derniers mois. Elle racontait à nos cousins que je l'avais systématiquement isolé, refusant de les laisser lui rendre visite, ce qui expliquait pourquoi il n'était jamais venu au chalet. Le mensonge le plus ignoble a été proféré par ma mère aux enfants de l'oncle Alexandre. Elle affirmait que j'avais drogué grand-père avec de puissants sédatifs juste avant l'arrivée du notaire, le forçant à signer le Nouveau Testament alors qu'il était à peine conscient. J'ai commencé à recevoir des messages de cousins éloignés. Certains étaient perplexes, me demandant si ces rumeurs étaient vraies. D'autres étaient franchement hostiles, me traitant de monstre et de voleur. Ma propre famille, des gens que je connaissais depuis toujours, se retournaient contre moi parce qu'ils étaient trop paresseux pour remettre en question les larmes d'une femme manipulatrice. J'ai ressenti un profond sentiment de solitude. C'est ce que font les manipulateurs narcissiques lorsqu'ils ne peuvent plus vous contrôler, ils tentent de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Ils utilisent des complices comme la tante Odette pour faire leur sale boulot, créant une caisse de résonance de mensonges jusqu'à ce que la victime soit totalement isolée. Ils voulaient que je me sente si seul, si haï et si épuisé que je finisse par abandonner et payer les 150 000 € simplement pour que ce cauchemar prenne fin. Mais je n'étais plus le cheval de trait docile et silencieux. J'étais le loup que mon grand-père m'avait demandé d'être. J'ai passé un samedi entier dans le bureau de mon grand-père, assis à sa lourde table de travail.
J'ai rassemblé toutes les preuves accumulées au cours des 2 derniers mois. J'ai numérisé la facture de carte de crédit de 12 000 € datant d'il y a 5 ans. J'ai numérisé la fausse procuration portant la signature de Clément. J'ai numérisé la notification de rejet automatique du bureau des hypothèques pour motif de fraude. J'ai fait des captures d'écran de la publication arrogante de Clément sur les réseaux sociaux affirmant qu'il reprenait la maison. J'ai fait des captures d'écran des SMS où ma mère avouait qu'elle voulait simplement l'argent. Et enfin, j'ai numérisé la ridicule mise en demeure de son avocat réclamant 150 000 € pour préjudice moral. J'ai compilé le tout dans un dossier PDF de 20 pages, irréfutable. Je n'ai pas ajouté de commentaires larmoyants. Je n'ai pas écrit de longues lettres pour les supplier de me croire. J'ai simplement rédigé une introduction froide et concise à la famille. Récemment, on a tenté de vous faire croire que j'avais manipulé notre grand-père et volé ce domaine. Je ne m'abaisse pas au ragot. Je m'en tiens aux faits. Vous trouverez ci-joint les documents juridiques prouvant que ma mère et mon frère ont tenté de commettre une fraude immobilière pénale contre un trust protégé. Vous trouverez également la lettre d'extorsion qu'ils m'ont envoyée après l'échec de leur délit. Lisez les documents. Regardez les signatures. Si vous choisissez encore de croire leurs mensonges après avoir vu la vérité absolue, ne me recontactez plus jamais. J'ai joint le PDF à un email envoyé en copie à 27 membres de la famille, oncles, tantes, cousins, absolument tout le monde. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis versé un verre d'eau et j'ai attendu l'explosion. La vérité allait-elle suffire à briser l'illusion que ma mère avait passé sa vie à construire? Lorsque j'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin, il menaçait littéralement de surchauffer sous l'afflux des notifications. Les retombées de ce document PDF de 20 pages ont été catastrophiques pour l'image publique si soigneusement polie de ma mère. Des dizaines de messages ont afflué. L'oncle Alexandre avait transféré mon email à toute sa branche familiale avec ce simple commentaire: « Je vous avais bien dit que le petit était innocent. Honte à vous tous. » Des cousins qui m'avaient traité de monstre m'envoyaient à présent de longs paragraphes d'excuses confuses, affirmant qu'ils avaient été aveuglés par les mensonges de la tante Odette. Même la tante Odette m'a envoyé un message paniqué pour tenter de faire marche arrière, jurant qu'elle avait été trompée par ma mère et qu'elle ignorait totalement que les documents étaient falsifiés. Je n'ai répondu à aucune excuse. J'avais tracé ma ligne de conduite. Et laver mon honneur auprès de la famille n'était que la première étape. Il était temps de passer à la seconde phase. Il était temps de s'occuper du fils prodigue. Clément travaillait comme directeur régional pour un grand groupe d'immobilier commercial et de fitness haut de gamme. Lui et son ami courtier douteux, Hervé, opéraient sous la bannière d'une structure d'entreprise extrêmement réglementée. Ces grands groupes vivent de leur réputation publique. Ils prônent l'éthique, la transparence et le strict respect de la législation. Ils ne tolèrent absolument pas que leurs cadres commettent des fraudes immobilières pénales durant leurs loisirs. Je me suis rassis devant mon ordinateur. J'ai trouvé l'adresse email directe du comité d'éthique et de conformité du groupe de Clément. J'ai rédigé un signalement totalement anonyme. Je n'ai pas mentionné mon nom, mais j'ai fourni le même dossier PDF que celui envoyé à ma famille. J'ai tout particulièrement mis en évidence la fausse procuration, le tampon du notaire complice et le fait que Clément avait tenté de transférer illégalement un domaine d'une valeur de 2,5 millions d'euros en utilisant ses relations professionnelles. J'ai cliqué sur envoyer. Je pensais que les enquêtes internes des grands groupes prenaient des semaines, voire des mois. Je me trompais. Lorsqu'une entreprise constate qu'un collaborateur a commis une fraude de cette gravité avec des preuves irréfutables à l'appui, elle agit avec une rapidité terrifiante. 3 jours plus tard, un mercredi après-midi, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Clément. J'ai laissé l'appel basculer sur messagerie. 2 minutes plus tard, il rappelait. Puis encore. Il a appelé 15 fois en l'espace de 30 minutes. Il était en pleine crise de panique. Au 16e appel, j'ai finalement appuyé sur le bouton vert et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai simplement écouté sa respiration saccadée et haletante à l'autre bout du fil. Lucas, a-t-il octé, la voix complètement brisée, dépouillée de ce ton arrogant et moqueur qu'il avait utilisé toute sa vie. Lucas, s'il te plaît. Il faut que tu leur dises que c'était un malentendu. Tu dois appeler la direction générale de mon groupe. Ils m'ont licencié. Ils ne m'ont même pas laissé ranger mon bureau. Des agents de sécurité m'ont escorté hors du bâtiment devant toute mon équipe commerciale. Il pleurait.
de vraies larmes de détresse. L'enfant chéri sanglotait au téléphone. Ils vont me signaler à l'ordre professionnel des agents immobiliers, a-t-il bafouillé, la voix tremblante. Ils vont me retirer ma licence professionnelle. Mes comptes professionnels sont bloqués. Je n'ai plus rien, Lucas. J'ai un crédit de 70 000 € sur ma voiture et 30 000 € de dette de carte de crédit. Je suis ruiné. S'il te plaît. Dis-leur que nous étions simplement en train de négocier. S'il te plaît, mon frère. Je me tenais dans le grand salon silencieux du chalet forestier. J'ai regardé la magnifique cheminée en pierre que mon grand-père avait bâtie de ses propres mains. J'ai pensé au sandwich à la dinde froid sur le bord de la route. J'ai pensé aux 12 000 € qu'il m'avait volés. J'ai laissé ses sanglots résonner encore quelques secondes à travers le haut-parleur. Puis j'ai pris la parole, d'une voix calme, posée et dénuée de la moindre pitié. Je t'avais dit d'être réaliste, Clément, ai-je dit doucement. Puis j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro définitivement. Il avait bâti toute son existence sur une illusion, traitant tous ceux qui l'entouraient comme de simples marchepieds. À présent, l'illusion s'était envolée et il touchait enfin le fond. Mais qu'en était-il du cerveau derrière tout cela? Qu'en était-il de ma mère? La destruction totale de la carrière de Clément a été le premier domino qui a fait s'effondrer tout le château de cartes. Le service de conformité de son ancienne entreprise a fait exactement ce que la loi lui imposait, ils ont transmis les preuves de la falsification du titre aux autorités judiciaires. Comme Clément avait utilisé ses compétences et réseaux professionnels pour obtenir le faux sceau du notaire, l'affaire a dépassé le cadre d'un simple conflit familial pour devenir une fraude commerciale caractérisée. 2 semaines après cet appel, l'inévitable s'est produit. Un gendarme, le même qui s'était tenu sur ma terrasse, a frappé à la porte de la maison de mes parents en banlieue. Ils ont remis à Clément une convocation par officier de police judiciaire. Il était officiellement poursuivi pour tentative d'escroquerie et faux et usage de faux documents administratifs. Il n'allait pas être condamné à 20 ans de prison ferme, mais il risquait de lourdes amendes, des années de mise à l'épreuve, des centaines d'heures de travaux d'intérêt général et un casier judiciaire définitif qui lui interdirait à jamais de travailler à nouveau dans l'immobilier ou la finance. Sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. L'onde de choc de cette procédure pénale a fini par briser ma mère. Toute sa vie, Martine n'avait vécu que pour les apparences. Elle tirait sa fierté d'être la matriarche respectée et accomplie de la famille. Elle avait besoin des dîners au club de golf, des photos parfaites et de la jalousie de ses sœurs. Mais aujourd'hui, elle était la mère d'un délinquant déchu et sans emploi. Les commérages de la famille s'étaient totalement retournés contre elle. Tante Odette et les autres ne décrochaient plus lorsqu'elle appelait. Elle était totalement isolée, sombrant dans l'humiliation publique qu'elle avait tant essayé de m'infliger. La victoire finale est arrivée par la poste. C'était une enveloppe classique, provenant du même cabinet d'avocats du centre-ville qui avait tenté de m'extorquer un mois auparavant. Mais le ton de cette lettre était radicalement différent. C'était une notification formelle d'abandon de poursuite. Son avocat déclarait officiellement que Martine renonçait à toute prétention sur la succession, retirait sa demande grotesque de 150 000 € et renonçait formellement à toute contestation future du testament de mon grand-père. Tout au bas de la page, il était écrit noir sur blanc qu'elle demandait à ce qu'il n'y ait plus aucun contact entre les parties. Elle capitulait totalement et sans condition. Elle savait que si elle faisait ne serait-ce qu'un pas de plus, Gérard lancerait une procédure civile qui viderait le moindre compte d'épargne-retraite qu'elle et mon père possédaient encore. Elle était prisonnière d'une cage qu'elle avait elle-même construite, condamnée à finir ses jours en sachant que ce chauffeur de camion silencieux et méprisé qu'elle avait détesté toute sa vie l'avait totalement vaincue. J'ai appris par l'oncle Alexandre qu'elle ne sortait presque plus de chez elle. Il m'a raconté l'avoir croisée une fois au supermarché. Elle paraissait 10 ans de plus, les épaules voûtées, le regard fuyant, comme si elle craignait que l'on chuchote sur son passage. Quand Alexandre l'a dépassée, ses lèvres ont tremblé, mais elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement baissé les yeux vers le sol et a poussé son chariot plus loin. Le fils chéri était un fraudeur condamné travaillant au SMIC dans un magasin de bricolage pour payer ses frais de justice. La mère toxique était devenue une paria sociale, vivant dans le silence et la honte. Et moi? Qu'est devenu le fils invisible? 6 mois se sont écoulés depuis que la poussière est retombée. Je suis assis dans le grand fauteuil en cuir de mon grand-père, dans le bureau du chalet forestier. Le soleil du soir pénètre par les hautes fenêtres, jetant une lueur dorée et chaleureuse sur le parquet.
Un feu crépite doucement dans la cheminée en pierre. La maison est calme, paisible et m'appartient entièrement. Je n'ai pas quitté mon travail de coordinateur logistique. J'aime ce travail, j'aime la routine et j'apprécie mes collègues. Mais je ne travaille plus 80 heures par semaine. Le trust gère les placements, et cette sécurité financière m'a offert une chose que je n'avais jamais eue auparavant, la liberté. La liberté de respirer, la liberté de me reposer, et surtout, la liberté de choisir qui a le droit de faire partie de ma vie. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, je n'éprouve aucun remords. Je ne regrette rien. Je ressens seulement un immense soulagement. Toute ma vie, on m'a conditionné à croire que la loyauté familiale consistait à m'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. On m'a appris que s'affirmer était égoïste et que tolérer la maltraitance était une vertu. Mais mon grand-père m'a appris la vérité avant de s'éteindre, la toxicité reste de la toxicité, même si elle partage votre ADN. Les liens du sang font les parents, mais c'est la loyauté, le respect et la simple décence humaine qui font la famille. J'ai protégé l'héritage de mon grand-père. J'ai protégé mon propre avenir. Clément a perdu sa carrière parce qu'il a préféré l'avidité au travail. Ma mère a perdu sa famille parce qu'elle a préféré la manipulation à l'amour. Ils ont détruit leur propre vie. Tout ce que j'ai fait, c'est leur tendre un miroir et laisser le monde voir exactement qui ils étaient. J'ai cessé d'être leur victime. Et ce faisant, je suis devenu l'auteur de ma propre existence. Mais face à une famille toxique, ce n'est jamais tout à fait terminé. Hier encore, mon téléphone a vibré. C'était un message de la tante Odette. Il disait, « Lucas, Noël approche. Ta mère traverse une grave dépression. Elle pleure tous les jours parce que tu lui manques. Elle implore ton pardon. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser le passé derrière nous et partager un repas de famille pour les fêtes? S'il te plaît, montre-toi plus raisonnable qu'eux. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. J'ai pensé aux faux documents, à la campagne de diffamation, à la lettre d'extorsion. Alors, j'aimerais vous poser une question. Récemment, tante Odette m'a écrit pour me dire que ma mère était très déprimée parce que je lui manquais et qu'elle me suppliait de lui pardonner afin que la famille puisse se réunir pour Noël. Qu'en pensez-vous? Suis-je trop cruel en changeant de numéro de téléphone et en les bannissant de ma vie pour toujours? Ou devrais-je leur accorder une dernière chance de s'excuser?